Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du Blindage, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui, seconde vidéo sur la playlist du V100 Verlinden. Alors, seconde vidéo, mais première vraie vidéo sur la construction, notamment sur le montage. Puisque la première vidéo c'était plutôt une vidéo de présentation pour vous planter un petit peu le décor. Donc aujourd'hui je rentre dans le vif du sujet avec la vapeur et la poussière de résine. Pour ceux qui ne connaissent pas les kits résine et qui ne connaissent pas les kits Verlinden, même si l'entreprise n'existe plus en tant que telle aujourd'hui, on trouve encore énormément de références sur le marché, et ceci pour un bon petit moment à mon avis, tant il y a eu de références au catalogue, plusieurs milliers, et tant l'entreprise quand même a perduré, puisque de mémoire, je pense que l'entreprise a dû être créée aux alentours de 1984, je pense, enfin dans ces eaux-là, et que l'entreprise a fermé il y a seulement quelques années, puisqu'on avait vu sur le net d'ailleurs, Verlinden s'étant délocalisé aux États-Unis, on avait vu quelques photos du nettoyage du site de production, et qui d'ailleurs avait fendu le cœur de pas mal, dont moi, avec des dioramas et des moules qui partaient direct à la benne. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour se faire du mal. Donc je disais donc, pour ceux qui ne connaissent pas les kits résine et les kits de Verlinden en particulier, je voulais simplement vous montrer la notice de montage du V100. Voilà, vous voyez, c'est simplement un éclaté. Alors en gros, ça suffit hein, lorsqu'on pratique un petit peu et qu'on a l'habitude de monter, enfin qu'on a déjà monté des kits en résine. C'est un peu ce type de notice que l'on a. Parfois on a des CD, parfois on avait des CD, je sais pas si ça existe encore d'ailleurs, puisque on a du mal à trouver des lecteurs CD maintenant. Enfin bref, voilà, c'était juste pour la petite histoire. Donc aujourd'hui, on démarre la construction de la maquette, avec notamment la partie, ce que certains ont appelé sur Facebook la savonnette, mais c'est tout à fait ça en fait, hein, la partie caisse qui est pratiquement d'un bloc, avec le montage des ponts et des roues. Donc je lance la vidéo et c'est parti. Alors, pour le ponçage de la plus grosse partie de la maquette, c'est je dirais en fait le point délicat, c'est-à-dire qu'en fait il va falloir être très très rigoureux dans le ponçage, de façon à avoir quelque chose de bien plane. Hein, donc comme la pièce a été moulée à l'envers, donc on se retrouve avec un surplus de résine à poncer au niveau du bas de caisse, et c'est pour ça que j'installe sur mon tapis de découpe une plaque complète de papier à poncer de grosseur 80. Donc il faut prendre quelque chose d'assez gros. Si vous prenez quelque chose de trop fin, la résine a vite tendance à empâter le papier à poncer, et en fait vous ne poncez plus rien. Donc pour les premiers ponçages, pour le dégrossissage, je dirais, il faut y aller avec du gros grain. Donc voilà ce que j'ai à poncer. Hein. Donc je place ma pièce bien à plat et je commence délicatement à poncer en imprimant un mouvement de rotation. D'accord? Donc là je dézoome un petit peu. Pourquoi un mouvement de rotation? C'est pour éviter de poncer trop sur une face et de me retrouver avec quelque chose de pas plane. Et puis vous voyez là, je tourne aussi régulièrement, je tourne le kit de façon à ce que si j'imprime un peu plus de force d'un côté, j'imprime également ce un peu plus de force de l'autre côté. En tout cas, il ne faut pas appuyer de trop, il faut y aller mollo. Vous voyez, j'y vais par petites touches. Donc là, je commence le ponçage, et en fait, on voit bien que le surplus n'était pas plane, et que c'était aux extrémités de la maquette que je me retrouvais avec le plus de résine. Alors, une fois que vous avez commencé à poncer, vous voyez, ça va un petit peu mieux. Alors, ça va un petit peu mieux aussi parce que le grain du papier à poncer commence à s'user. D'accord? Enfin, il commence à s'user et notamment se remplir de résine. Donc en fait, on n'a plus du 80, mais on a quelque chose de beaucoup plus fin. Voilà, donc vérifiez bien, vérifiez régulièrement en fait ce que vous faites au niveau ponçage, et puis n'hésitez surtout pas à aspirer les résidus de résine assez fréquemment. J'ai toujours un aspirateur à portée de main. Donc, vous voyez, quand vous poncez depuis un moment, voici l'état du papier à poncer. Hein. Donc là, j'y fais quand même un peu plus parce que j'arrive sur la fin. Et lorsque vous pensez que le travail est terminé, vous vérifiez bien que la face soit bien plane. Donc en fait, vous prenez un réglet,
Voilà, il suffit simplement de passer le réglet dans tous les sens. C'est un petit peu pour ceux qui font de la maçonnerie ce qu'on fait avec une règle de maçon lorsqu'on fait une chape par exemple. Voilà, donc là c'est nickel. Après j'ai un petit morceau au centre qui n'est pas poncé, mais ça c'est pas bien grave. Et puis donc le masque, impératif lorsque vous poncez, vous faites des gros travaux de ponçage de résine, il faut absolument vous munir d'un masque, parce que la résine est quand même assez nocive. Donc là j'ai utilisé mon masque de protection à peinture. Donc c'est ce qu'il y a de plus efficace. Si vous n'en possédez pas, mettez au moins un masque, ce qu'on met aujourd'hui, les masques chirurgicaux avec le Covid, mais protégez-vous. Lorsque le gros du ponçage est fait, je passe maintenant aux petits résidus. On a souvent sur les pièces en résine des petits résidus à enlever qui viennent de l'usure des moules. Hein, de par la façon dont les pièces en résine sont moulées, ce sont des moules en élastomère qui s'usent très vite. Vous voyez ça par exemple, c'est typique d'une marque que l'on a dans un moule. Donc il faut enlever, il faut nettoyer un petit peu toutes les petites carottes de résine qui se retrouvent en trop. Ici, on a des petits ergots qui servent à la fixation des manilles. Donc comme il m'en manquait un, il y en avait un de cassé, j'ai décidé de les enlever tous les 4. Donc j'ai repéré le remplacement, parce que de toute façon, il faudra que je scratche les manilles. Donc j'en profiterai pour scratcher également des nouveaux ergots. Je trouve que c'est plus facile de tout refaire plutôt que de venir me greffer sur des pièces existantes moulées en résine. Donc là, on peut admirer aussi les quelques bulles qui seront évidemment à reboucher. Hein, ce sont des grosses bulles. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, finalement. Il y en a encore assez peu. Donc, la qualité des pièces Verlinden n'est plus à démontrer. Hein, c'est quelque chose qui était connu et reconnu. Et donc, on reste dans la même veine avec ce kit. Donc je continue mon petit nettoyage, hein. Donc vous voyez, il y a parfois, faut gratter, il faut poncer, enfin faut utiliser un peu tout ce qu'on a sous la main, pardon, tout simplement parce que on a des zones qui sont plus ou moins facilement accessibles, donc voilà, il faut procéder au ponçage avec l'outil qui nous semble le plus approprié. Bon, il y avait aussi peu de résidus à poncer sur ce kit. Globalement, il était plutôt pas mal. Je vais repercer les emplacements qui vont recevoir des poignées qui seront à faire en scratch, hein, avec le fil fourni. Enfin, j'utiliserai pas que le fil fourni, on verra ça plus tard. Donc, avant de procéder au perçage, je marque bien les emplacements avec un feutre rouge. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'à certains endroits, j'ai quelques bulles près des orifices que je marque. Et pour éviter de me tromper, c'est-à-dire ce qui ne serait pas bien grave, mais pour éviter de me tromper, je pointe tous les orifices que je vais repercer. Je vais les repercer parce qu'ils ne sont pas suffisamment percés, et puis en ayant les orifices plus profonds, on sera plus à l'aise pour pouvoir régler la hauteur des poignets. Donc ça, j'y reviendrai le moment venu. Donc là, je reperce de mémoire avec une mèche de 0,6. Hein. C'est pas la peine de faire trop gros. 0,6 et 0,5 d'ailleurs. Je crois que c'est plutôt 0,5 parce que je pense que je vais utiliser du 0,35 en fil. J'utiliserai 2 grosseurs différentes, mais pour la majeure partie des poignets, je pense que je vais partir sur du 0,35. Donc je perce à 0,5 pour avoir un petit peu de jeu et puis pouvoir remplir avec de la colle. Donc la résine, ça se perce extrêmement facilement, hein. Donc il n'y a pas besoin de forcer, il faut même faire attention de ne pas y aller trop fort. Donc là on fait pas de poussière, on a simplement du résidu de ponçage, donc c'est moins volatile. Donc pour ce type d'opération, le masque, enfin, vous pouvez mettre un masque, hein, bien entendu, mais je le recommande moins que lorsqu'on fait vraiment du ponçage avec du papier à poncer. Voilà, donc je sors encore une fois le mastic Tamiya et je vais procéder donc au rebouchage des bulles qui viennent du dégazage. Hein. Les dégazages sur les kits en résine sont toujours plus ou moins pas bien faits. Et alors, en l'occurrence, on a quelques bulles qui n'ont pas été dégazées, donc je rebouche donc dans un premier temps avec du mastic
pur, hein. Je ne le dilue pas. Généralement, je le dilue avec de l'acétone. Ici, je l'utilise pur, tout simplement parce que de toute façon, je vais avoir du retrait. Et si je le dilue, j'aurai encore plus de retrait. Donc, je fais déjà une passe avec du mastic pur. Voilà, j'avais aussi quelques bulles à ce niveau-là, juste au-dessus de la lame de ressort. Donc là, par contre, c'est assez facile à reboucher, hein, vous voyez, avec un cure-dent. Donc faut bien faire attention de reboucher, parce qu'on a vite fait de passer au-dessus du trou, et puis de ne pas mettre de mastic dedans. Voilà, ensuite je procède à un petit nettoyage, ce qui me facilitera le ponçage derrière, hein, c'est-à-dire que j'aplanis un peu les endroits où j'ai mis le plus de mastic. Et puis j'en passe aussi un petit peu pour améliorer la lecture, parce que parfois on a vite fait d'oublier des bulles, on a vite fait d'oublier des trous, et le fait de mettre un peu de mastic gris sur la résine crème, ça améliore un peu la lecture de la surface, et ça permet parfois de déceler des petits trous qu'on aurait pu oublier si on n'avait pas procédé de la sorte. Vous voyez ici par exemple j'ai quelques trous sur le devant, et le fait d'avoir pointé les trous qui me serviront à fixer les poignets, ça m'évite une incompréhension. Donc sur le devant, les trous que l'on a là, ce ne sont pas des poignets, ce seront les protections des phares qu'il faudra également refaire en scratch. Voilà, donc une fois que le mastic est sec, donc comptez pour ce type de surface et ce type d'épaisseur, comptez 24 heures, hein. En général il sèche plus vite, notamment s'il n'a pas été dilué, mais je crois que là on est le lendemain. Donc je commence avec du 240 pour dégrossir, et je terminerai avec du 320. Donc toujours pareil, hein, au niveau du geste, ne jamais poncer en faisant des va-et-vient, mais toujours en ayant un mouvement tournoyant, hein. Donc vous voyez sur les plus gros trous, j'ai eu pas mal de retraits, là les trous réapparaissent, donc il faudra remastiquer à nouveau. Voilà, donc là je suis avec mon papier 320 pardon. Donc là j'avais mis moins de mastic au niveau du passage des roues, donc c'est pas la peine de l'attaquer au 240. Et puis donc je termine avec le stylo fibre. C'est une bonne aussi alternative, hein. Donc là j'utilise uniquement le stylo fibre dur, puisque en fait le soft ne sert pas à grand chose dans ce cas là. Donc je continue de poncer bien tout ce que j'ai pu reboucher auparavant, hein. Je pense que je retrouverai, même au stade du passage de la couche d'après, je pense que je retrouverai quelques bulles. En général, sur les pièces résine, on finit toujours, donc je remastiquerai, je reponcerai, je renettoierai, c'est pas bien grave, ça fait partie du jeu. Mais l'idéal est quand même d'essayer d'en traiter le maximum à ce stade, ce qui évite de venir reprendre le ponçage, alors qu'on est au stade de la couche d'après. Voilà, la caisse est prête. Maintenant, je vais passer à la mise en place des deux ponts. Pont avant, pont arrière. Et donc, on a une grosse carotte de moulage à découper. Donc là, je vais utiliser une scie spéciale pour la résine. Donc ça, c'est une scie de chez Trumpeter. Donc c'est une scie qui est extrêmement pratique, je la trouve super bien. Il y a deux types de lames. Donc là, j'ai mis la lame la plus épaisse. Alors l'avantage, c'est que déjà vous contrôlez la zone que vous souhaitez découper. Donc si vous découpez simplement avec un cutter, vous risquez de tout péter. Donc là vous avez un contrôle total de la zone que vous souhaitez entamer. Et puis le deuxième avantage, c'est que ça ne fait pas ou très très peu de poussière. On a que de la sciure de résine, je dirais. Alors oui, ça se colle un peu partout, c'est un peu chiant, hein, ça je reconnais. Mais on n'est pas dans une production de poussière comme on peut l'avoir lorsqu'on utilise du papier à poncer. Donc là, je découpe, alors je ne sais pas si vous avez vu, je découpe les deux faces, hein, c'est-à-dire que j'entame une face, voilà, je retourne, j'entame l'autre face, de façon à un moment donné à me retrouver avec la découpe
qui arrive au centre de la carotte. Vous voyez, hop, je passe à l'autre côté. Alors je vous conseille de procéder de la sorte parce que si vous si vous découpez un peu en biais, vous risquez d'entamer la pièce. Donc c'est pas le but. Donc en procédant comme ça, vous êtes pratiquement sûr de ressortir avec quelque chose de nickel. Vous voyez là, j'ai pratiquement plus rien à poncer. Il me reste un petit peu sur le milieu. Et donc là, je vais utiliser un scalpel. Toujours mon scalpel à lame courbe que j'aime bien pour ce type de travail. Donc là, je fais encore du copeau, je fais pas de la poussière. Donc encore une fois, on peut s'éviter de porter un masque avec ce genre de boulot. En plus, les copeaux avec l'électricité statique qui se collent bien sur les doigts et sur les outils. Donc ensuite, il suffit juste de passer un coup d'aspirateur et vous avez un plan de travail qui est nickel. C'est le gros désavantage de la résine, hein, la production de poussière, de copeaux, enfin il y en a toujours partout. Alors avec le plastique, on en fait quand même beaucoup moins, hein, puisqu'il y a beaucoup moins de choses à poncer. Donc c'est bien le désavantage de la résine. Voilà, une fois que j'ai terminé, je passe quand même un petit coup sur du papier 240. Donc vous voyez, j'ai tenu au centre et maintenant je tiens à chaque extrémité et toujours avec un mouvement tournoyant. Donc là, c'est pas la peine d'y aller fort. Hein, voilà, puis je fais un essai à blanc et là, je suis nickel. Hein, j'ai bien quelque chose de plane sur quelque chose de plane. Là, on a un décalage en fait du dispositif de fixation. Voilà, il sort des lames de ressort, ça c'est pas normal. Donc je le laisserai comme ça, tout simplement parce que ça se verra pas une fois terminé. Et puis que ce serait du temps perdu, je pense, de le refaire. Là, il y a quand même pas mal de choses à refaire. Donc du coup, j'ai préféré le laisser comme ça. Mais à mon avis, là, pour le coup, au niveau de la conception, chez Verlinden, ils sont un petit peu plantés. Voilà, je passe au pont suivant, et puis donc je vais les coller en place. Donc là, technique habituelle, hein, cyano black. J'ai mon acétone. Alors les deux petits points rouges hein, que vous voyez, c'était le repère du côté où est le pont, puisque en fait les ponts sont dissymétriques, hein, donc faites attention de ne pas vous tromper. Donc quand on regarde le véhicule, le pont doit se situer plus sur le côté gauche. Donc là je viens d'en coller un petit morceau. J'ai pas tout encollé premier jet, hein, tout simplement parce que si j'ai besoin de décoller ou de régler, j'ai mis peu de cyano, donc j'ai simplement mis de la cyano pour que le pont tienne tout seul. Je viens de procéder au dernier réglage, et puis donc là maintenant je vais en coller tout le pourtour en nettoyant avec de l'acétone. Donc par capillarité, je vais avoir aussi, donc là j'utilise pas de cyano liquide, hein, mais par capillarité, la cyano va partir en dessous et par faire le collage. Donc voilà, j'hésite pas à en mettre, hein, de toute façon, vous voyez là j'en ai mis une bonne petite dose, et je nettoie. Alors toujours bien nettoyer son pinceau fréquemment parce que la cyano a vite fait de sécher dans les poils, et après c'est toujours délicat de renettoyer le pinceau, faut le faire sans tremper un moment dans l'acétone, etc. Donc on a vite perdu 5 minutes. Donc voilà, moi j'aime bien le nettoyer fréquemment. Je passe ensuite à la pièce numéro 2. Donc pareil, hein, j'avais repéré la position du pont avec deux petits points rouges. Et donc en fait, la technique de collage est strictement la même. Si vous montez le kit, pour ceux qui le possèdent, les heureux possesseurs du kit, hein, je crois qu'il est très très difficilement trouvable à des prix corrects aujourd'hui. Faites attention parce que les ponts sont différents. Il y en a un qui va vers l'arrière, c'est le plus gros, et le plus petit va sur l'avant. Pour la petite histoire, je crois qu'aux alentours aux États-Unis, on arrive encore à en trouver aux alentours d'une centaine de dollars, je crois. Donc, je sais plus combien je l'avais payé à l'époque.
fin des années 80, mais je ne sais plus, c'était en francs bien entendu. Aucune idée, je ne me souviens plus du prix. Enfin, c'était pas de l'ordre de 100 $, hein, c'est clair. Voilà, faut mettre ce qu'il faut en colle, hein, la pièce est assez lourde, donc il faut que le collage soit parfait et il faut faire du costaud là pour le coup. Bon, maintenant je vais passer aux roues. Alors c'est pareil, les roues sont attachées de grosses carottes. Ça c'était une spécialité de chez Everlinden, on avait toujours des grosses carottes à découper. Donc pareil, hein, j'utilise ma scie trompeter, et puis donc voilà, vous voyez, je n'essaye pas de couper la carotte en une seule fois, mais je fais plusieurs traits de scie, et je procède encore par un découpage sur les deux faces. Jamais découpage sur une face, parce qu'à un moment donné, vous allez tailler dans la pièce. Bon, ça bouge un peu, mais on y arrive. Donc toujours l'aspirateur à portée de main. Hein. Vous voyez là, en procédant de la sorte, il suffit simplement d'enlever une fois qu'on est passé sur l'épaisseur complète. Donc je disais aspirateur à portée de main, bien sûr, vous voyez, on fait beaucoup de copeaux, hein, il y a beaucoup de petits copeaux de résine. Et puis donc ici, étant donné que je n'ai pas de méplat, il va falloir que je crée un méplat pour simuler le poids de l'engin. Alors bon, les pneus ne seront pas un peu plus épais à cette base-là, mais c'est pas très grave, hein, ça passera. Donc pour créer mon méplat, le plus gros du méplat, je m'y prends avec un cutter, et j'y vais par petites doses. Et je taille en faisant tourner ma roue également, pour éviter, voyez, d'avoir un méplat qui ne soit pas identique sur toutes les faces. Et puis je termine avec une cale à poncer. Alors ici, je ne sais plus la grosseur du grain, mais je suis sur du gros grain. Je dois être sur, si je suis pas, je dois être sur du 80, je pense. Si c'est pas du 80, je suis pas loin. Et puis donc je termine le nettoyage avec du 240. Et puis j'aime bien aussi user un petit peu le bord des pneus sur les roues en résine. Je trouve que le bord des pneus est souvent trop droit, trop neuf. Donc je l'use souvent un petit peu avec un petit coup de ponçage. Donc le ponçage sert aussi à enlever les résidus de résine qu'on peut avoir, comme sur la caisse, hein, qui proviennent de défauts de moule. Voilà, donc là j'attaque une autre roue, hein, et le principe est le même. Lorsque l'on a terminé, il est temps de faire un essai pour vérifier que le véhicule repose bien sur ses 4 roues. Si on a trop ou pas assez poncé certaines roues, forcément le véhicule va être bancal. Donc là il sera toujours temps de reprendre, hein, il n'y aura pas de souci. Mais dans l'idéal, il faut essayer d'avoir un ponçage qui soit identique sur les 4 roues. Donc pour ce faire, moi ce que je fais, c'est que souvent je ponce une première roue, c'est ma roue témoin, et puis lorsque je travaille sur une autre roue, je la pose souvent à côté, donc sur le méplat, et je vérifie la hauteur, et je m'arrête lorsque les deux roues sont en même hauteur. La troisième, je recommence avec ma roue témoin, etc., etc. Et puis en règle générale, ça se passe plutôt pas trop mal. Voilà, donc là j'ai tenté de vous montrer que tout allait bien, mais je n'ai pas eu le courage de sortir la deuxième caméra pour faire un plan de côté. Mais vous pouvez me croire sur parole, hein, c'est bon, j'ai même pas eu à reprendre les roues. Et puis donc le petit effet poids est plutôt pas mal. Voilà, donc je vais repasser maintenant sur le bas de caisse. Un coup de Mister Surfacer 500 dilué avec de l'acétone, notamment voilà au niveau des ponts, parce que j'avais quelques bulles que je voulais combler, et ça j'ai décidé de le faire au surfaceur. Et puis j'en profite aussi pour reprendre la totalité du bas de caisse, notamment les endroits où j'avais rebouché les plus grosses bulles, de façon à vérifier que j'ai pas eu de retrait suite au ponçage que j'avais fait. Donc ça me permet de vérifier que tout soit bien plane et que tout soit nickel.
Voilà, donc technique habituelle, hein, je prends du surfaceur, je l'applique au pinceau, et puis je dilue quand même un petit peu pour aplanir un peu le tout. Mais vous voyez, il reste des vagues, hein, je ne cherche pas à avoir quelque chose de forcément très lisse, puisque de toute façon, derrière, je vais revenir poncer avec du papier à poncer. Donc c'est là que j'aurai quelque chose de lisse. Donc ça, c'est une bonne technique pour vérifier ces assemblages. Moi, je le fais souvent. Les assemblages, les collages, les ponçages, enfin tout ce qui se termine en âge. Vous le faites avec du surfaceur. Et là, ça vous permet de vérifier que vous avez quelque chose de nickel. Et encore une fois, ce qui évite, une fois que la couche d'après, le primaire est passé, ce qui évite d'être obligé de revenir sur des zones que l'on a mal traitées. Enfin, traitées, pas comme il faut, hein, pas mal traitées, dans le sens... bon bref, on m'avez compris. Voilà, donc là, l'ensemble de la caisse est fait et laissé assécher. Alors, ce que je fais aussi relativement souvent sur les roues en résine, c'est que je perce un trou à l'emplacement du méplat, tout simplement pour assurer un bon collage avec le sol. Alors, d'autant plus ici, qu'on va être sur une maquette qui pèse quand même un certain poids, et c'est quand même indispensable d'avoir quelque chose de bien accroché au sol. Donc là j'ai posé carrément mon aspirateur que j'ai mis en marche bien entendu pour aspirer directement les résidus de perçage. Et donc bon, je perce sur 5 mm, hein, ça suffira amplement. Et donc j'ai pris ma visseuse sans fil et dessus j'ai monté une mèche à bois. Voilà. Après, vous prenez de la taille qui correspond aux pneus. Hein. Si vous avez les pneus de tracteur, vous prendrez une grosse mèche à bois. Si vous avez des roues de poussette, vous prendrez une toute petite mèche à bois. Je reperce également l'extrémité des ponts, là où les roues vont venir s'en ficher, tout simplement aussi pour avoir un collage qui soit optimum. La maquette est très lourde, hein, donc si je sais pas si je me baladerai en expo ou en concours avec, ou je sais pas, mais j'aime bien faire costaud, donc pour éviter tout souci, le mieux c'est quand même de prendre ses précautions. Alors vous voyez, c'est pareil, hein, je ne perce pas énormément profond, là j'ai percé sur 2 mm, ça suffira, je veux simplement qu'il y ait un maximum de contact avec la colle lorsque j'assemblerai les roues. Entre temps, le surfaceur a séché, donc je ponce avec du 240, et puis je terminerai avec du 320 comme à mon habitude. Alors pour vérifier si vous n'avez pas de retrait, vous voyez, je passe mon doigt, il n'y a rien de tel que la sensibilité du bout des doigts pour vérifier si on est lisse ou pas. Et là vous êtes sûr du résultat, vous êtes sûr de ce que vous faites. Donc encore une fois, ponçage en imprimant une rotation. Donc là en fait je ne cherche pas à... Bon, là je l'ai fait tout simplement parce que j'avais un trou qui était assez important et j'avais eu un peu de retrait, donc j'ai poncé jusqu'à sentir une surface bien lisse. Mais l'idée ici c'était plutôt d'aplanir les vagues que j'avais fait au préalable avec le surfaceur, mais je ne cherchais pas forcément à revenir jusqu'à la résine, hein, c'est pas la peine. Tout ce que je voulais c'est quelque chose de bien lisse. Donc je fais aussi le passage des roues qui est un peu plus chiant, mais voilà. Pas impossible à faire. Donc tout ça fait quand même beaucoup de poussière, hein. C'est pour ça que je vous conseille sur ce type de kit de traiter en priorité toutes ces grosses pièces qui nécessitent rebouchage et ponçage. Lorsque vous en avez terminé avec tout ça, vous pouvez continuer sur des travaux un peu plus propres. Maintenant, je vais refaire les manilles. Souvenez-vous, tout à l'heure, j'avais coupé les petits tenons, les petits ergots. Et donc là, pour refaire les manilles, qui ne sont d'ailleurs pas fournies dans le kit, hein, sur la notice, chez Verlinden, on nous a dit de les fabriquer en scratch. Donc, vous voyez. Donc, en fait, je me suis fabriqué un petit outil avec un tube et un petit morceau de carte plastique qui va me permettre de former la manille en fil de cuivre. Alors j'ai pris du fil de cuivre parce qu'en termes de grosseur j'avais ce qu'il fallait, et puis le cuivre étant assez malléable,
Ça convient tout à fait pour ce genre de travail. Donc là, je ne l'ai pas recuit, par contre. Je voulais quand même conserver une certaine rigidité. Donc, pas la peine de le recuire. Ça fonctionne bien comme ça. Donc là, c'est ce qui me sert à former donc la manille hein, autour de mon guide. Donc moi, c'est souvent ce que je fais quand j'ai besoin d'outils, je me les fabrique pour des usages vraiment particuliers. Pour ceux qui ont déjà vu un peu les articles que j'ai faits ou quelques vidéos, notamment pour le montage des chenilles, j'ai aussi fabriqué des guides, des choses comme ça qui me facilitent un peu la vie. Voilà, donc ici la manille est pratiquement formée, donc je retouche un petit peu, je la reprends un peu avec ma Bruxelles plate. Et puis donc je vais la couper. Alors je prends comme longueur la largeur du cylindre de mon outil, mais ça sera un peu long, il faudra que je le recoupe. Donc je coupe avec mon cutter lame plate. Voilà, et donc maintenant je vais aplatir, les bords, les deux côtés, puisqu'en fait la pièce est plate de part et d'autre. Pour venir y passer un axe cet axe va permettre de fixer la manille sur l'ergot qui lui-même est soudé à la caisse. Donc je n'en suis pas encore là. Là, je termine d'aplatir. Donc comme c'est du cuivre, ça va plutôt pas mal, hein, en forçant un peu. Voilà, donc là, on voit que je force, hein, donc je force. Alors on voit pas forcément très bien, mais mais bon, sur la vidéo. Mais voilà, maintenant j'ai une manille qui est plutôt pas mal. Il faudra que je la reprenne un petit peu sur un côté. Voilà, je redresse un peu parce qu'à chaque fois qu'on intervient dessus, forcément on la déforme un peu. Donc il suffit simplement de la retravailler un petit peu avec des pinces. Voilà, donc j'en ai fait 4. Elles sont prêtes pour la suite. Maintenant, je vais refabriquer les ergots que j'ai découpés sur la caisse tout à l'heure, donc il m'en faut 4. Donc pour ça, je prends du profilé Plastruc, alors je ne sais plus la largeur, on doit être sur du 4 mm je crois de mémoire, ou 3,5. Et donc comme il m'en faut 4, je coupe 4 bandes. Alors je les fais beaucoup plus longs que nécessaire, hein, tout simplement parce que ça va me permettre d'avoir de pouvoir les tenir le temps que je les forme. Donc je règle de façon à ce qu'ils soient tous les 4 à la même hauteur, sur une face, hein, bien entendu, pas sur l'autre. Et puis pour fixer tout ça, pour éviter que ça se balade quand je vais poncer, je mets un petit peu de colle. Alors j'en colle pas tout, hein, je n'en colle que le bout. Voilà, pour éviter que ça bouge. Pour mettre de trop. Et maintenant, je ponce parce que en fait, ces ergots ne sont pas à angle droit, mais présentent une forme en demi-cercle. Donc je vais poncer pour recréer ce demi-cercle. Donc je ponce les 4 pièces en même temps, ce qui me permettra d'avoir 4 pièces identiques. Là, comme ça me glisse un peu des mains, voilà, je vais fixer tout ça dans une petite pince. Voilà, ce qui permettra de travailler plus facilement. Et puis donc il faut y aller tranquillement, hein, en plus ça se ponce très bien le polystyrène. Là en plus j'ai pris du papier assez gros pour dégrossir, donc ça va plutôt pas mal. Et puis donc on forme tranquillement les pièces avec cette forme arrondie. Voilà, donc je vais prendre un stick, hein, ça me permettra d'avoir quelque chose de bien droit. Voilà, mes pièces sont faites. Donc maintenant je vais les décoller, comme je ne les avais collées que sur l'extrémité. En passant une lame de cutter, ça se décolle plutôt pas mal. Voilà.
puis donc maintenant, il va falloir les couper à bonne longueur. Donc je vais les couper toutes les 4 en même temps, de façon à avoir les 4 pièces de la même longueur. Donc je les règle de façon à ce qu'elles soient bien positionnées toutes les 4. Bon, ça colle un peu au doigt, hein, mais... Et puis donc, avec mon cutter plat, bon là j'y vais au feeling, hein, je voyais à peu près ce qu'il me fallait en termes de longueur. Voilà. Et donc là j'ai mes 4 pièces qui sont terminées et identiques. Donc pourquoi en fait j'ai préféré couper les pièces existantes sur le kit? Tout simplement parce que j'ai trouvé plus facile de refaire les manilles, y compris les ergots, de coller les manilles sur les ergots, d'y placer les petits boulons que je vais vous montrer après, enfin, de faire tout ça hors kit et de venir simplement après revenir coller le tout sur le kit. Si j'avais utilisé les ergots du kit, j'aurais été embêté pour placer les boulons, notamment côté caisse, où j'avais très peu de place et ça aurait été un peu la galère. Donc là, pour me faciliter le travail, je positionne mes ergots sur du patafix. Et puis donc là, je colle mes manilles en place. Alors c'est toujours un peu délicat, hein, parce qu'un coup ça colle, un coup ça colle pas. Il faut régler. Donc là, j'ai pris de la cyano, mais pas de la black. C'est de la cyano translucide. J'ai pris ça pourquoi? Tout simplement parce que c'est celle que j'avais sous la main. Je sais pas, de temps en temps j'utilise de la translucide, j'en ai plusieurs pots et il faut quand même que je l'utilise de temps en temps. Donc voilà, la manille est collée sur son ergot et donc là je vais former des rivets avec... Alors malheureusement je suis hors champ, mais avec le Punch and Die 09, je crée des petits rivets qui vont me permettre de simuler l'axe de fixation de la manille. Alors vous allez comprendre. Donc j'avais pas vu que j'étais hors champ malheureusement, hein, mais enfin de toute façon il n'y a pas de secret. Donc voilà. Donc là j'ai mon petit stock de boulons. Alors je colle le tout à la colle à plastique. Simplement parce que la colle à plastique me permet de repositionner, voire de décoller si nécessaire. Donc c'est pas le collage définitif, hein. Là on est sur du montage pour le moment. Donc voilà, j'ai un boulon à mettre de part et d'autre, et lorsque la pièce est collée sur la maquette, voilà ce qu'on obtient. Alors pour le collage sur la maquette, pareil, j'utilise de la colle à plastique, ce qui me permet d'avoir du temps pour positionner correctement la pièce que j'ai scratchée. Et ça colle plutôt pas mal, hein. Voilà, j'en remets. Une fois que tout ça est en place et que la colle à plastique est séchée, je termine le véritable collage. Cette fois, j'assure le collage avec de la cyano. Donc j'en mets un peu partout. J'ai mes petits boulons aussi qui ne sont collés pour le moment qu'à la colle à plastique. Donc il faut également que je mette de la cyano dessus. Donc j'en tartine un petit peu et je viens nettoyer après avec mon pinceau et l'acétone. Donc l'opération est renouvelée 4 fois, bien entendu. Donc voilà, la cyano est nettoyée et le collage est définitif. Et voilà le travail d'aujourd'hui. Donc il y avait peu de pièces à monter, mais finalement le montage en volume est presque terminé. Il reste quelques petits accessoires à mettre en place. J'ai eu un petit peu de casse, donc il y aura des choses à recoller, mais ouais, tout ça n'est pas bien grave. Donc vous voyez, les maquettes en résine, ce sont quand même des... Alors pour le coup, ici, on a quand même la maquette qui est pratiquement montée dans la boîte, hein. Parfois, on a quand même un peu plus de pièces. C'est beaucoup de préparation, la résine, alors que le plastique, c'est moins de préparation, mais plus d'assemblage.
Donc voilà, c'est ce qui fait aussi l'intérêt des deux types de technologies, hein, c'est qu'en termes de montage, on est sur quelque chose de différent. La prochaine fois, j'essaierai de faire tout tenir dans une vidéo. Je voudrais pas faire 3 vidéos de montage parce que la maquette n'est pas très grosse. Et après, sur trois vidéos de montage, il n'y a plus grand chose à dire. Je pense que j'attaquerai par la tourelle. Une fois que la tourelle sera faite, il restera quelques petites pièces à coller. Et puis donc le gros coup, ce sera toutes les poignées, parce qu'il y en a quand même pas mal à scratcher. Donc je pense que sur la prochaine vidéo, ça sera la fin du montage et on va pouvoir attaquer la peinture sur la 3e vidéo. Voilà, donc cette vidéo-là est un petit peu longue. Je ne sais pas encore sur le temps qu'aura la seconde au niveau du montage, mais de toute façon, je ferai tout tenir dedans. Donc voilà, c'est pas la peine d'aller étaler ça sur 3 montages. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder ma vidéo sur le montage de cette maquette berline de non-résine, et je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage.